Annifried Lyngstad, la légende d'ABBA, dont la voix puissante a marqué toute une génération, a vécu une vie remplie de triomphes. Mais derrière les paillettes et le glamour se cache une enfance marquée par la douleur, la perte et l'isolement. Des horreurs de la Norvège en temps de guerre à son parcours, en tant qu'enfant de guerre, l'histoire de Frida est avant tout celle d'une survivante. Bien qu'elle ait connu une célébrité mondiale avec ABBA, ses premières années ont été façonnées par des événements tragiques, laissant des cicatrices bien plus profondes que quiconque aurait pu l'imaginer. Dans cette vidéo, nous examinons de plus près la vérité bouleversante que Frida commence tout juste à révéler. Surmonter une enfance tourmentée pour trouver sa voie. Annifried Sini Lyngstad, née le 15 novembre 1945 dans une petite ville de Norvège, a eu une vie extraordinaire, marquée par les dures réalités de la guerre. Élevée pendant la Seconde Guerre mondiale dans un environnement profondément divisé et politiquement chargé, ses premières années furent marquées par le secret, la perte et les difficultés. Bien loin de la vie de célébrité qu'elle connaîtra plus tard en tant que l'une des figures les plus emblématiques de la musique pop. Frida est née d'une relation entre sa mère norvégienne, Arne-Tine, et Alfred Haas, un soldat allemand stationné en Norvège dans le cadre de l'occupation nazie. Cette union fit d'elle un enfant du programme Lebensborn, initié par Heinrich Himmler pour créer une race aryenne supérieure. Si les enfants de Lebensborn étaient considérés comme des incarnations potentielles des idéaux nazis, le climat d'après-guerre en Norvège était empreint d'un profond stigmate et d'ostracisme à leur égard. Son père, un soldat allemand, fut longtemps cru mort après que son navire aurait coulé pendant la guerre. Frida grandit sans jamais avoir l'occasion de le connaître, une absence qui la hantera tout au long de sa vie. Après la mort tragique de sa mère des suites d'une insuffisance rénale, alors que Frida n'était encore qu'un nourrisson, elle et sa grand-mère fuirent la Norvège pour la Suède, cherchant à échapper aux persécutions visant ceux qui avaient des liens avec l'occupation allemande. Mais ce départ ne les protégea pas totalement des blessures du passé. En tant qu'enfant d'un soldat allemand, Frida fut sans cesse confrontée à son statut de fille de traître, une étiquette qui allait influencer sa vie d'une manière qu'elle ne pouvait encore mesurer. Élevée dans la région du Härjedalen en Suède, Frida souffrit profondément de l'absence de ses deux parents. Coupée de ses racines norvégiennes et ignorante de l'identité de son père allemand, elle se sentait déracinée et seule. Malgré ces épreuves, la musique devint pour elle un refuge et un moyen d'expression. Sa grand-mère lui fit découvrir des chansons norvégiennes qui jetèrent les bases de sa future carrière. Très vite, son talent fut reconnu. Ses professeurs et voisins remarquèrent sa voix unique et envoûtante. La musique devint alors son exutoire, l'aidant à surmonter les émotions tourmentées de son enfance. Mais sa vie était loin d'être facile. Comme de nombreux enfants issus du programme Lebensborn, Frida fut victime de lourds préjugés. Connus sous le nom de Tysker Barnas ou enfants allemands, les enfants nés de mères norvégiennes et de pères allemands étaient traités en parias. Le stigmate de leur naissance, exacerbé par la rancœur persistante de l'occupation nazie, rendait leur existence difficile. Certains, comme Frida, durent quitter la Norvège pour échapper aux insultes et aux discriminations. Beaucoup étaient perçus comme des symboles d'un passé qu'ils n'avaient pas choisi, et leur mère était souvent qualifiée de traîtresse, ou pire encore. L'histoire de Frida reflète la souffrance de nombreux autres enfants nés de ces unions. Forcée de fuir en Suède, elle fut marquée par la perte précoce de sa mère. Élevée par sa grand-mère, elle apprit à se frayer un chemin dans un monde qui ne voulait pas d'elle. Si la Suède lui offrit un semblant de répit, ses blessures émotionnelles restaient profondes, reflet du traumatisme qu'elle avait subi dès son plus jeune âge. Frida ne retrouva son père, qu'elle croyait mort, que des décennies plus tard. Ce n'est qu'au cours des années 1970, alors qu'elle était adulte, qu'elle découvrit par hasard l'identité de son père biologique, Alfred Haas, un pâtissier à la retraite. Avec l'aide de Benny Andersson, l'un de ses futurs compagnons du groupe ABBA, Frida rencontra enfin son père lors d'émouvantes retrouvailles.
En revenant sur cette expérience, Frida confia « C'est difficile. Cela aurait été différent si j'avais été adolescente ou enfant. Je ne peux pas vraiment me lier à lui et l'aimer comme je l'aurais fait s'il avait été présent pendant mon enfance. » L'absence de son père durant tant d'années lui laissa des blessures profondes. Si ces retrouvailles furent importantes, elles ne pouvaient pas effacer les années de vide et de confusion. La dépression qu'elle connut après cette rencontre fut attribuée au choc émotionnel de cette confrontation tardive avec son passé. Malgré ces défis, la résilience de Frida inspira de nombreuses personnes en Norvège qui partageaient son vécu. Elle connut un immense succès en Suède, où elle trouva une place qui lui aurait été refusée en Norvège, où son statut d'enfant de guerre la condamnait au rejet. Grâce à la Suède, Frida put bâtir une carrière florissante, ce qui aurait été impensable si elle était restée en Norvège. Mais le traumatisme vécu par Frida et tant d'autres ne se limitait pas aux épreuves personnelles. Son histoire s'inscrit dans un récit plus large de discrimination et de maltraitance infligées aux enfants du Lebensborn. Les Tiskerbarnas, qui étaient environ 12 000, ont longtemps lutté pour la reconnaissance et des réparations. Le programme dont ils sont issus était le fruit de l'eugénisme nazi, qui visait à créer une race aryenne supérieure en encourageant les relations entre femmes nordiques et soldats allemands. Ces enfants, autrefois considérés comme des êtres d'élite potentiels, furent en réalité traités comme des parias sociaux, subissant de mauvais traitements aussi bien de la part du gouvernement norvégien que de la société. Beaucoup furent soumis à des essais médicaux et certains furent même internés dans des hôpitaux psychiatriques jugés dangereux à cause de leur gène nazi. Le gouvernement norvégien, sous le régime de Quisling durant la guerre, participa à ces atrocités. Les responsables politiques qualifièrent ces enfants de rats et infligèrent de lourdes sanctions à leurs mères, souvent envoyées dans des camps de travail, tandis que leurs enfants étaient placés dans des orphelinats où ils étaient traités comme des moins que rien. Nombre de ces enfants furent ensuite soumis à des traitements cruels et inhumains, notamment des internements forcés et des expériences médicales brutales. Beaucoup, y compris Frida, portent encore aujourd'hui les stigmates de ces violences. L'héritage du programme Lebensborn est marqué par une profonde souffrance, et le parcours de Frida en témoigne. Si son succès en tant que star de la pop lui permit d'apaiser certaines de ses blessures, son chemin fut semé d'épreuves. Elle dut affronter les conséquences de son passé, forgées autant par les circonstances de sa naissance que par les préjugés qui en découlaient. L'histoire de Frida ne se résume pas à une réussite personnelle. Elle est aussi le reflet d'une prise de conscience collective des injustices subies par des milliers d'enfants nés dans un monde en guerre et en proie à la haine. Les douleurs silencieuses derrière la légende musicale. La musique est devenue l'exutoire émotionnel de Lyngstad, lui offrant un moyen d'exprimer des sentiments qu'elle ne pouvait autrement articuler. Son amour pour la musique a commencé dès l'enfance, lorsque sa grand-mère lui chantait des chansons folkloriques norvégiennes. Cette première immersion dans la musique a éveillé en elle une passion qui allait marquer toute sa vie. Le talent naturel de Lyngstad était évident dès son plus jeune âge. Elle se produisait déjà avec l'orchestre d'Evald Eck, marquant ainsi le début de sa carrière musicale professionnelle. À cet âge, elle captivait déjà le public avec sa voix, un don qui allait plus tard lui apporter une reconnaissance mondiale. Le grand tournant de sa carrière est survenu en 1967 lorsqu'elle a remporté le concours national suédois de talent New Faces, organisé par Emi Svenska. Elle a interprété Anledig Dag et, sans le savoir, est devenue une partie d'un moment historique pour la Suède, qui passait alors de la conduite à gauche à la conduite à droite. Ce concours lui a non seulement valu un contrat d'enregistrement, mais il a aussi fait d'elle une personnalité reconnue en Suède. Son premier enregistrement avec Emi, Anledig Dag, a rencontré un succès commercial, lançant ainsi sa carrière. Les apparitions télévisées qui ont suivi ont renforcé sa popularité grandissante. Malgré le succès, la tragédie n'a jamais cessé d'entourer la vie de Lyngstad. En 1970, elle a rencontré Benny Andersson, membre d'ABBA,
et leur relation a commencé à s'épanouir. En 1977, elle a formé avec lui un partenariat à la fois romantique et professionnel, devenant ainsi l'un des duos musicaux les plus influents de l'époque. Cependant, la dynamique de leur relation reflétait à la fois l'ascension et la dissolution d'ABBA. Leur mariage, marqué par la passion et les tensions, est devenu un symbole d'amour et de chagrin pour les fans du monde entier. Bien que leur relation se soit soldée par un divorce, elle a coïncidé avec l'apogée d'ABBA, un héritage à la fois glorieux et douloureux que Lyngstad a porté avec elle. Tout au long de la carrière d'ABBA, la voix unique et la présence scénique de Lyngstad ont joué un rôle essentiel dans le succès mondial du groupe. Pourtant, derrière le glamour de la célébrité internationale, la douleur personnelle n'était jamais bien loin. Sa grand-mère, qui avait nourri son talent musical, est décédée avant qu'ABBA n'atteigne la gloire, ne voyant jamais jusqu'où sa petite-fille irait. Cette perte a hanté Lyngstad, qui a souvent évoqué en interview à quel point elle aurait aimé que sa grand-mère soit témoin de son succès. La formation d'ABBA a également été semée de défis personnels. D'abord hésitante à se produire aux côtés de son compagnon Benny Andersson et de ses amis Björn Ulvaeus et Agneta Fältskog, Lyngstad a finalement accepté de les rejoindre pour former le groupe. Bien que cette période ait été marquée par une croissance professionnelle intense, elle s'est également accompagnée de sacrifices personnels. Face aux tensions croissantes au sein du groupe, Lyngstad trouvait du réconfort dans la musique et l'amour du public. Elle était connue pour son plaisir à se produire sur scène et pour la connexion authentique qu'elle entretenait avec ses fans, un aspect de la célébrité qu'elle appréciait plus que les autres membres d'ABBA. Après la séparation d'ABBA, Lyngstad a cherché à mener une carrière solo florissante. Son album « Frida and Sam », sorti alors qu'ABBA était à son apogée, mettait en valeur son registre vocal et sa sensibilité artistique, notamment à travers sa version suédoise de Fernando. L'album a reçu un accueil critique et commercial positif, affirmant son statut d'artiste solo. Cependant, la dissolution d'ABBA en 1982, bien que prévisible, a été difficile pour Lyngstad. Elle a exprimé ses regrets quant au fait que le groupe ne se soit jamais reformé après sa séparation. Ses sentiments étaient d'autant plus forts qu'elle avait payé un lourd tribut personnel pour sa célébrité. Ses relations avaient souvent été tumultueuses et l'exposition médiatique constante pesait sur sa vie privée. Lyngstad avait une capacité unique à établir un lien profond avec son public, ce qui se ressentait dans ses performances. Pourtant, la pression intense de la célébrité l'épuisait souvent émotionnellement. Après la dissolution d'ABBA, elle s'est lancée dans une carrière solo et, en 1982, elle a sorti « Something's Going On », un album produit par Phil Collins. Cet album a marqué un nouveau chapitre dans sa carrière, adoptant un son plus rock et expérimental. I Know There's Something Going On, le premier single, est devenu un succès mondial et reste l'une des chansons les plus emblématiques de Lyngstad en dehors d'ABBA. Le succès de l'album et du single lui a apporté une reconnaissance internationale avec des classements en tête des charts dans plusieurs pays. Pourtant, malgré cette réussite commerciale, le poids émotionnel de la séparation d'ABBA et les attentes du public pesaient sur elle. Néanmoins, elle a trouvé du réconfort dans la musique et a poursuivi sa carrière avec détermination. Son projet suivant, Shine, produit par Steve Lillywhite, était un album expérimental qui n'a pas rencontré le succès escompté malgré des critiques positives. Cet échec commercial a été une déception pour Lyngstad, mais elle a continué à faire de la musique, espérant toujours retrouver un impact comparable à celui d'ABBA. Cœur brisé et perte dans une vie hors du commun. Voici la traduction en français. La vie personnelle de Frida, bien que discrète, a été marquée par des moments de deuil qui l'ont profondément affectée. En 1964, elle a épousé Ragnar Fredriksson, un directeur commercial et musicien, avec qui elle a eu 2 enfants, Hans Ragnar, né en 1963, et Anne-Lise Lott, née en 1967. Bien que le succès d'ABBA ait propulsé Frida sous les projecteurs du monde entier, sa vie de famille est restée largement préservée des médias. Anne-Lise Lott, en particulier,
à mener une existence tranquille aux États-Unis, loin des feux de la rampe. Le premier coup dur dans la vie de Frida est survenu lorsqu'elle a perdu son premier mari, Ragnar, après leur divorce en 1970. Cependant, elle a retrouvé l'amour, d'abord avec Benny Andersson, membre du groupe ABBA. Leur mariage de 1978 à 1981 a été de courte durée, mais ils ont continué à collaborer musicalement après leur séparation. Ce n'est qu'en 1992 que Frida a trouvé une certaine stabilité et du bonheur auprès de Heinrich Rudzow Prinz Reuss von Plauen, un aristocrate allemand et architecte paysagiste. Ils se sont mariés cette même année et Frida est devenue princesse de Reuss et comtesse de Plauen. Pendant un temps, il semblait que sa vie avait pris un tournant heureux. Mais la tragédie a de nouveau frappé en 1998, lorsque sa fille, Anne Liselott Fredriksson, a perdu la vie dans un accident de voiture à Livonia, dans l'État de New York, le 13 janvier. Âgée de seulement 30 ans, Anne Liselott était la mère d'un jeune garçon, Jonathan Kasper, né en 1989. Sa mort a été un choc dévastateur pour Frida, qui avait toujours été très protectrice envers ses enfants. La chanteuse a dû affronter un chagrin si profond qu'il l'a accompagnée bien au-delà du décès de sa fille. Comme elle l'a confié plus tard dans une interview, « Ce que j'ai vécu m'a peut-être appris à accepter une immense solitude qui, peu à peu, est devenue naturelle pour moi. » La douleur de cette perte a été aggravée par la mort de son second mari, Heinrich Rudzow Prinz Reuss, l'année suivante. Atteint d'un lymphome, il s'est éteint en octobre 1999 à l'âge de 49 ans. Frida l'a décrit comme un être humain incroyable, merveilleux, spirituel et drôle, quelqu'un qu'elle aimait profondément. Son décès, survenant si peu de temps après celui de sa fille, l'a laissé dans une douleur incommensurable. Comme elle l'a exprimé dans un documentaire, ce fut évidemment une immense douleur que cela nous soit arrivé, qu'il ait eu un cancer à 49 ans. À cela s'est ajoutée une autre tragédie. Son petit-fils Jonathan Kasper, qu'elle avait vu naître en 1989, est décédé d'un cancer de l'estomac en 2023. Ce nouveau drame a été une autre épreuve terrible pour Frida, qui avait déjà perdu sa fille et qui devait maintenant faire face à la disparition de son petit-fils. Un nouveau coup dur pour une famille déjà marquée par tant de souffrances. Le deuil et les pertes qu'a traversées Frida sont inimaginables, mais elle a malgré tout continué à avancer, bien que discrètement. Elle a rarement évoqué ses douleurs personnelles, préférant se concentrer sur son travail et ses apparitions publiques. Dans certaines interviews, elle s'est exprimée avec franchise sur sa relation avec ses enfants, regrettant de ne pas avoir été plus affectueuse avec eux durant leur enfance. « Il y a tellement d'amour entre mes enfants et moi », a-t-elle confié. « J'aurais juste aimé leur offrir plus de proximité. » Malgré les tragédies qui ont marqué sa vie personnelle, la carrière professionnelle de Frida avec ABBA a continué à la maintenir sous les projecteurs. Après la mort de Rudzow, Frida a assumé les titres de princesse douairière et de comtesse et a choisi de mener une vie plus calme en Suisse, où elle s'est installée avec son compagnon, l'aristocrate britannique Henry Smith, 5e vicomte Hambledon. Ils ont entamé leur relation en 2007, et Frida a trouvé du réconfort dans cette compagnie. Bien qu'éloignée du monde de la musique, Frida s'est investie dans diverses causes caritatives et environnementales, notamment en contribuant à la célébration du 150e anniversaire de la première ascension du Cervin à Zermatt, avec une chanson hommage, 1865. Cependant, l'héritage d'ABBA n'a jamais disparu, et le groupe a fait son grand retour en 2021 avec la sortie de nouvelles chansons. Leur popularité instantanée a prouvé que l'influence d'ABBA restait intacte. Frida a accueilli ce retour avec une prudence optimiste, déclarant « J'ai appris à ne jamais dire jamais », suggérant ainsi que malgré les tragédies, elle restait ouverte aux possibilités de l'avenir. Le chagrin de Frida ne se limite pas à la perte de ses proches, mais aussi aux cicatrices émotionnelles laissées par ces événements.
Pourtant, sa capacité à continuer à briller sur scène, même après la perte de son mari et de sa fille, témoigne de sa force. La dualité entre son succès public et son chagrin privé souligne toute la profondeur de son parcours personnel. Dans ses interviews, Frida a souvent décrit ses luttes contre une tristesse accablante, reconnaissant que, lorsqu'on subit une telle perte, on a parfois l'impression de ne plus pouvoir survivre. Pourtant, sa résilience est indéniable. Que ce soit à travers son travail avec ABBA ou ses engagements caritatifs, Frida continue d'inspirer des millions de personnes. Malgré les épreuves qu'elle a traversées, Annie Fried Lyngstad reste un symbole de force, de grâce et de persévérance face à l'adversité. Son histoire ne se résume pas seulement à la célébrité et au succès, mais illustre comment une personne peut surmonter des pertes personnelles, affronter un chagrin immense et continuer à apporter quelque chose de significatif au monde. Aujourd'hui, Frida vit paisiblement en Suisse avec Henry Smith. Elle regarde son parcours avec recul, et bien que la douleur de son passé ne s'effacera jamais totalement, elle la porte avec la même dignité et la même élégance qui ont toujours défini sa vie. Et voilà qui conclut l'incroyable parcours d'Annie Fried Lyngstad. De la douleur la plus profonde à une force inimaginable, son histoire est une véritable leçon de résilience. Mais voici une question pour vous. Pensez-vous que les épreuves et les pertes qu'elle a traversées ont rendu sa musique encore plus émouvante? Ses souffrances personnelles pourraient-elles être un facteur clé du succès intemporel de ses chansons? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires fascinantes.